La télévision. Il est impossible de nier son impact sur notre société. Selon Statistique Canada, en 2007, 3 adultes canadiens sur 10 ont regardé la télévision 15 heures ou plus par semaine, à peu près 2 heures par jour, tandis que 19% ont passé 21 heures ou plus par semaine, au moins 3 heures par jour. Même si ce nombre a diminué au cours des dernières 20 ans, sa popularité incontestable demeure présente chez la population mondiale. Et comme toute autre industrie du divertissement, un grand pourcentage des téléspectateurs demandent de plus en plus de créativité dans un milieu où ce concept semble inexistant. Par contre, il est prouvé que c'est ces mêmes personnes, en plus du restant du monde, qui tuent cette créativité et propagent des idées clichés. Commençons par le manque d'adaptation de notre communauté. Les diffuseurs et le public sont tous aussi responsables de cette rigidité. L'auditoire a une tendance à dire qu'elle désire la créativité dans ces séries, mais elle la rejette subconsciemment. Comme décrit le professeur universitaire David Burkus, la réaction initiale du rejet en étant présenté des idées originales n'est pas unique. Comme exemple, chaque année, environ 400 différentes trappes à souris sont envoyées au bureau des brevets aux États-Unis. De ces milliers de modèles potentiellement de meilleure qualité, 20 ont été adaptés à un produit commercialement viable. La trappe classique que tout le monde reconnaît a reçu un brevet en 1899. Et cette situation n'est certainement pas le seul exemple de l'inacceptation en dévoilant l'innovation. David Burkus continue à expliquer qu'une idée innovatrice est, selon sa définition, nouvelle et utile, mais qu'on est terrible à reconnaître ses qualités. Lorsque quelque chose est nouvelle, elle est inconnue et menace notre status quo. De plus, on juge l'utilité d'une bonne idée grâce à notre vieille mentalité. À cause de cela, il est difficile de voir le potentiel dans une idée créative. Ce principe est aussi prouvé psychologiquement. Une recherche menée par Jennifer Mueller à l'Université de Pennsylvanie a pu l'affirmer en étudiant 2 groupes de personnes. Un groupe a reçu l'information exacte sur la recherche dont ils allaient participer et l'autre a reçu la même information sauf pour un élément, le montant d'argent que les participants recevront pour leur collaboration. Le groupe n'ayant aucune incertitude ont consciemment et subconsciemment voulu la créativité. Toutefois, le groupe qui avait une toute petite fraction d'incertitude en ce qui concerne l'argent ont voulu la créativité consciemment, mais les rejetaient subconsciemment. Cependant, comme mentionné avant, ce n'est pas seulement le public qui souffre de l'inadaptabilité. Les diffuseurs ont souvent extrêmement peur de prendre des risques pour innover l'industrie des séries télévisées. Même si l'exemple suivant est un film au lieu d'une série télévisée, l'histoire du développement de Back to the Future est très pertinente pour démontrer cette théorie. Le co-scénariste et producteur Bob Gale explique que le scénario a été rejeté plus de 40 fois par tous les grands studios. Soit c'était un film qui ne se vendait pas, car c'était un film d'un voyage dans le temps, soit c'était trop mignon, ou soit c'était trop adulte, car il y avait de l'inceste, dans le cas de Disney. Seulement Steven Spielberg voulait réaliser le film. Lorsque Zemeckis, l'homme qui deviendra le réalisateur du film, est devenu incroyablement populaire, plusieurs studios ont voulu produire le scénario de Back to the Future. Par contre, il a décidé de le créer chez la nouvelle compagnie de Spielberg, Amblin Entertainment, parce qu'il était le seul qui voulait financer leur idée dès le début. Finalement, après quelques changements, le film a été créé et il est devenu un classique parmi les plus grands films de science-fiction. C'est pas mal évident que la peur de l'inconnu affecte énormément la créativité des séries télévisées, mais ce n'est pas le seul facteur de ce problème. Comme expliqué par Dirk DiIorio, un réalisateur, producteur et auteur, lorsqu'il y a une formule réussie qui apparaisse,
Tout le monde veut copier la formule sans prendre de risques. Cette idée est applicable pour les éditeurs et pour les studios. Les drames sont toujours populaires, mais c'est les sortes de drames. Les drames plus populaires sont dans des émissions médicales, policiers. Ça sont des gens il y en a beaucoup, il va toujours en avoir parce que c'est des gens c'est des formulas que le monde connaisse, ils sont confortables avec ça. Et la raison qu'ils sont populaires, c'est que ça fait une centaine d'années que ça se fait. C'est des thèmes vont toujours être courants. Oui, ils sont stéréotypiques, mais c'est ce que le monde désire et c'est la sorte de programmation que les diffuseurs vont faire parce qu'ils savent que le public va les regarder. D'un côté, l'industrie de télévision, film, l'idée, c'est pas de prendre des chances, c'est de suivre. Si quelqu'un a un succès avec un show médical, bien, tout le monde va suivre avec ça. C'est rare que quelqu'un prend l'initiative de changer le genre, mais ça arrive. De temps en temps, comme HBO, ont changé de télévision vraiment pour le meilleur, parce que il prend des grands thèmes, des histoires complètement différentes. Et qu'est-ce qui est arrivé quand HBO sont sortis avec des drames que le monde n'avait jamais vus? Toutes les autres ont suivi avec des mêmes idées. Louis L'Amour, qui est un auteur américain, il a dit qu'il y a seulement 16 histoires dans le monde et que c'est seulement qu'on rejoue, on prend les pièces et on les change, puis on a une histoire. En effet, pour développer la créativité, comme le dicte New York Times, il faut prendre énormément de risques pour obtenir un bon résultat. Par contre, l'inflexibilité de notre société et notre concentration sur les effets à court terme limitent la liberté des innovateurs et, finalement, la création de nouvelles idées innovatrices. Un autre concept qu'il faut apprendre pour comprendre la popularité des idées clichés sont les stéréotypes négatifs et positifs de la créativité. Ces clichés peuvent dévier l'attention du public vers des idées communes au lieu des idées véritablement créatives. Ce principe est extrêmement évident lors d'un processus nommé le boniment publicitaire, où une personne propose une idée à des exécutifs pour faire approuver l'idée et pour se faire engager. Nommons la personne proposant l'idée le lanceur et l'exécutif le receveur. D'après les observations du Harvard Business Review, la nature humaine dicte qu'on peut placer une autre personne dans une catégorie en moins de 125 millisecondes. Donc, les receveurs, qui doivent parfois écouter des dizaines de boniments par semaine ou même par jour, finissent par utiliser cette catégorisation rapide pour juger le lanceur et, en moins de 30 minutes, peuvent juger décisivement la personnalité de ce lanceur. De toute évidence, à la place de juger l'idée elle-même ou la créativité du lanceur, le receveur tente de le placer dans un stéréotype positif ou négatif d'une personne créative. Il existe 3 types de lanceurs créatifs stéréotypés que les receveurs acceptent: le showrunner, l'artiste et le néophyte. Tous les 3 essayent d'inclure le receveur dans le processus de création lors de leur présentation. Toutefois, ils ont tous leurs caractéristiques uniques. Le showrunner tente de combiner son inspiration créative et sa connaissance de la production. L'artiste, au contraire, agit excentriquement et préfère le monde de la créativité à la place de la vie quotidienne. Finalement, le néophyte est une personne jeune, naïve et sans expérience. Si le receveur place le lanceur dans une de ces catégories, les chances d'avoir une idée approuvée agrandissent énormément. Par contre, s'ils ne sont pas capables de catégoriser le lanceur dans ces stéréotypes, ou même placent l'individu dans un des stéréotypes négatifs, il est beaucoup plus difficile qu'il se fasse remarquer. Plus spécifiquement, les 4 stéréotypes négatifs que les receveurs rejettent constamment sont le jeu d'enfant, le robot, le vendeur des voitures d'occasion et le cas de charité. Le jeu d'enfant aime présenter ses idées, mais ne les défend pas.
Le robot mémorise son information et le présente mécaniquement. Le vendeur des voitures d'occasion est toujours inflexible car il affirme que le résultat de son idée sera incroyable. Et le code de charité semble seulement vouloir un emploi. Donc, au lieu d'évaluer l'idée et les niveaux de créativité du lanceur, le receveur veut seulement accepter les stéréotypes positifs de personnes créatives. À peine 1% des idées passent le boniment initial. Et à partir de ce 1%, environ 20% sont des showrunners, 40% sont des artistes et l'autre 40% sont des néophytes. Alors, en utilisant cette méthode, les receveurs manquent facilement les vraies idées innovatrices et acceptent plus souvent des idées clichés et de moins bonne qualité. En somme, l'inadaptabilité, les formules réussies et les stéréotypes créatifs font tous en sorte que la créativité dans les séries télévisées est ignorée et même insultée, tandis que la cliché est vénérée. Toutefois, il ne faut pas dire que la créativité est complètement morte. Il y aura toujours des émissions innovatrices. La conclusion qu'il faut tirer de tout ceci, comme l'a dit le professeur David Burkus à la fin de son discours, c'est que tout le monde a un certain biais par rapport aux idées créatives, mais qu'il faut constater le favoritisme d'une vieille idée au détriment d'une nouvelle idée. Il ne faut pas nécessairement avoir plus de bonnes idées pour des nouvelles séries télévisées, mais de reconnaître celles qui sont déjà présentes à l'affiche.